Bonjour à tous, au micro Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J. Cole. Le 17 juin prochain se tiendra à New York une rencontre au sommet, comme on disait autrefois, entre le président Macron, MBS, c'est-à-dire Mohamed Ben Salman, Premier ministre d'Arabie Saoudite, et le président Trump. Rencontre que nous avons déjà évoquée ici lors de notre dernière chronique avec Elie Barnavi. En amont de cette rencontre, le Forum de Paris pour la paix accueillera cette semaine, le 13 juin, un événement de mobilisation de la société civile pour la solution à deux États, la paix et la sécurité régionale, c'est-à-dire en fait des ONG engagées, je cite, dans la mise en œuvre de la solution à deux États et d'un avenir commun fondé sur la reconnaissance mutuelle, la paix et la sécurité pour tous. L'idée, fin de citation, l'idée finalement étant la reconnaissance d'un État palestinien, État qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait rugir pas mal de gens. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Chemla, secrétaire général européen de J. Cole. Bonjour David. Bonjour Sylvie. Voilà, donc la journée de vendredi prochain, vendredi 13, sera organisée en groupe de travail thématique, si j'ai bien compris, et réunira des associations, des ONG engagées dans le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de cette rencontre ? Je précise que ce sont des ONG essentiellement israéliennes et palestiniennes ou israélo-palestiniennes qui seront là. Il y aura également des ONG françaises ou des associations françaises comme la nôtre, J. Cole, nous seront présents lors de cette journée. Mais l'essentiel, c'est plutôt un public d'Israéliens et de Palestiniens qui viendront. Le président Macron, comme vous l'avez présenté, a voulu, avant la réunion de New York, qui est en fait une réunion qui va se faire sous l'égide des Nations Unies et qui sera coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, qui va aborder les thèmes que vous avez abordés. Donc le président Macron a voulu en amont organiser une expression de la société civile pour lui permettre d'exprimer ses désirs et que cette réunion puisse s'achever par une liste d'actions à faire que le président Macron pourrait à ce moment-là transmettre à l'ONU lors de la conférence du 17 juin. Et alors, quels thèmes vont être discutés dans ces groupes ? D'après ce que je sais, la réunion aura d'abord des activités en plénière. C'est une réunion qui va se tenir à Paris, au Conseil économique et social, et qui va par ailleurs, à part les prises de parole au sein de la plénière, être organisée en groupe de travail sur un certain nombre de thématiques qui touchent à la coexistence, à l'éducation pour la paix, à la possibilité de créer un État palestinien sur le plan économique, toutes les questions sécuritaires. Enfin, ils ne vont pas aborder, je dirais, des problématiques qui touchent aux négociations entre États, à savoir quelles frontières, comment résoudre la question des réfugiés, etc. Mais vont plutôt aborder des thématiques qui bloquent un peu le conflit, qui empêchent une réflexion, les uns pris dans des problématiques de sécurité, les autres des problématiques, je dirais, de refus de l'autre ou de ne pas prise en considération de l'existence de l'autre, etc. Donc, essayer de décrypter tous ces problèmes à travers l'action des ONG qui seront représentées à Paris, de façon à émettre un certain nombre d'idées et de préconisations. Et vous attendez quoi, en fait, de cette... Personnellement, je me réjouis d'abord que 20 mois après le début de la guerre de Gaza, malgré la situation dramatique des Palestiniens à Gaza, malgré la situation très difficile en Israël, où on est encore dans le traumatisme du 7 octobre, avec les otages qui, comme vous le savez, n'ont pas été libérés. Les seuls qui ont été libérés, à part quelques-uns, l'ont été suite à des négociations. Et pour l'instant, on n'y a pas de négociations en cours qui sembleraient puisse aboutir. Donc, il resterait 56, je crois, maintenant encore otages, dont une vingtaine de supposés vivants à Gaza, dans les tunnels du Hamas. Donc, malgré cette situation très difficile des deux côtés, je trouve formidable que Israéliens et Palestiniens puissent se rencontrer, discuter, essayer de dépasser leur peur,
leur blocage et s'écouter mutuellement d'abord, ça c'est le premier stade, et ensuite essayer d'imaginer ensemble des solutions. Ça c'est le premier point. Maintenant, pour les thèmes qui seront abordés, on verra bien ce que cela donnera. Si on peut aboutir à des préconisations précises, ça peut, je pense, aider la réflexion des diplomates qui se rencontreront ensuite à New York. Bien, en fait, le président Macron a déclaré à plusieurs reprises son souhait d'œuvrer pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et pourtant, de nombreuses voix se sont élevées pour dire qu'il n'y a pas avec qui faire la paix. Personne ne peut prendre la tête d'un État palestinien. L'autorité palestinienne, elle, est totalement corrompue. On a entendu aussi dire que c'est un cadeau fait au Hamas qui, finalement, va continuer à diriger... voilà, mais qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent ça ? D'abord, dans les projets évoqués par les Français, par les Saoudiens, par les Égyptiens, on cherche une solution d'abord pour gérer la situation à Gaza sans le Hamas. Le Hamas ne fait pas partie de la solution. Alors, il faudra trouver une solution de sortie. On pense à ce qui s'est passé après la guerre du Liban dans les années 80 à Beyrouth, quand l'OLP était à Beyrouth et que on a trouvé une solution en évacuant les forces de l'OLP avec Arafat à leur direction, qui ont été émigrés à Tunis, et ce qui a permis, en tout cas, de mettre fin à ce conflit à l'époque. Mais là, il est certain que la solution ne peut pas être faite avec le Hamas et que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un cadeau fait au Hamas parce que le Hamas ne veut pas d'un État palestinien. Il veut un État sur toute la terre de Palestine, comme on dit, de la mer de la rivière à la mer, c'est-à-dire pas sans l'existence d'Israël. Et cela, évidemment, ne fait pas partie du tout d'une solution, évidemment, que nous rejetons. Donc la question est trouver un partenaire palestinien. Alors, premièrement, il semblerait, par les négociations que les diplomates arabes ont en ce moment, ou ont eu en ce moment, il y a des noms qui sont évoqués. Je ne vais pas les citer ici, je ne les connais pas tous, mais il y a des personnalités palestiniennes qui, majoritairement, sont peut-être dans la diaspora, des technocrates, qui pourraient prendre en main, gérer la gestion administrative avec une présence arabe, évidemment, à leur côté, égyptienne, saoudienne, émirati, etc. Ça, c'est, et jordanienne aussi, peut-être. Et jordanienne, etc. Oui. Et il y aura aussi, à côté de cela, des mesures de sécurité. Et l'armée israélienne gardera le contrôle, certainement, de ses frontières et probablement maintiendra des forces à l'intérieur de la bande de Gaza. En tout cas, on verra ce que les négociations permettront de définir, quel périmètre elles conserveront. Mais il est certain qu'il faut d'abord trouver une solution humanitaire à ces 2 millions de Palestiniens qui ne vont pas partir de cette région, même s'il y a quelques milliers qui vont émigrer. Et vu la situation personnelle, on peut comprendre que s'ils ont une opportunité, que des familles puissent chercher à émigrer ailleurs, que ce soit dans des pays arabes ou ailleurs s'ils sont invités. Mais les 2 200 000 Palestiniens, en majorité, resteront tous là. Et il faut trouver une solution humanitaire, d'une part, parce qu'elle est urgente, et ensuite, une solution pour leur gestion. Et ensuite, on verra l'étape d'après, nécessairement pour ne pas nous retrouver dans quelques années avec un nouveau conflit, avec une situation de nouveau où on aurait des extrémistes au pouvoir qui reviendraient à Gaza. Il faut absolument entamer des négociations pour une solution politique. Alors, tout ça, c'est très bien, mais je dis c'est très bien. Certaines personnes, en fait, disent que c'est très bien, ça relève de bons sentiments, que mais c'est totalement utopique, c'est pas faisable, c'est pas viable. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'administration publique. Enfin, ça repose sur rien. Alors, à quoi ça sert d'en parler quand même ? Bon, d'abord, je pense que c'est au moment comme maintenant où la situation est dramatique, qu'on est au plus bas, qu'il faut donner une perspective aux populations. Si on n'a pas une perspective de sortie, un espoir de trouver une solution, ça ne peut que renforcer les extrémistes. Le Hamas se nourrit de cette situation. Il y a eu des dizaines, probablement de milliers de membres du Hamas qui ont été tués pendant ces 20 derniers mois. Et semble-t-il, il a de nouveau
recruter d'autres hommes qui sont venus remplacer ceux qui ont été tués. Pourquoi ces jeunes vont se mobiliser pour le Hamas? D'une part, certes, ils sont payés, bien qu'on dise que le Hamas a en ce moment des problèmes de trésorerie. Il semblerait que l'argent n'arrive plus si facilement qu'avant. Et d'autre part, ils n'ont pas d'autre alternative. La seule façon de vaincre le Hamas et d'éradiquer, comme Netanyahou le présente cela comme un objectif de guerre depuis 20 mois, il n'y a pas réussi. La seule façon d'éradiquer le Hamas, c'est en créant une alternative politique palestinienne en Gaza et en relation avec la Cisjordanie, évidemment. Donc, corrompus ou pas corrompus, ce sont les hommes qui, pour l'instant, sont au pouvoir en Cisjordanie. En Gaza, il n'y a pas d'hommes au pouvoir. Il y a le Hamas qui est une force militaire qui gère et qui tient encore cette bande de Gaza. Et puis, il y a toutes sortes de bandes gérées, mafieuses, auxquelles le gouvernement israélien en ce moment est en train d'essayer de sous-traiter la gestion de Gaza en leur donnant des armes et voire de l'argent, etc. Je ne suis pas convaincu que ce soit une solution. On a fait cela dans d'autres moments dans l'histoire, que ce soit au Liban avec une milice chrétienne qui n'a pas gardé le pouvoir, que ce soit à Gaza avec le Hamas au départ contre l'OLP. On a vu comment cela a évolué. Donc, trouver des supplétifs comme cela pour gérer et contrôler, on a bien vu que ça ne marche pas, d'autant plus qu'on sait bien que ce sont des groupes mafieux qui sont menés que par l'intérêt financier. Donc, il faut absolument construire une alternative politique avec les partenaires arabes, des pays arabes qui le veulent. On n'avancera jamais dans une paix régionale, et vous avez parlé dans votre introduction que le projet du président Macron, si tant est que la France reconnaisse la Palestine, ça serait inscrit dans le cadre d'un contexte régional, pas uniquement de reconnaissance de la Palestine, point, mais dans le cadre d'un contexte régional, d'une avancée où les pays arabes qui n'ont pas encore reconnu Israël feraient des déclarations en ce sens, créeraient peut-être par la suite des ambassades. Tout dépendra comment les choses évolueront. Il y a eu des époques, pas si lointaines, où Israël était accueilli dans les pays arabes après les accords d'Oslo, et il y avait des antennes dans la plupart des pays, même ceux qui ne le disaient pas ouvertement. Aujourd'hui, malgré la guerre, les ambassades au Caire et à Amman et dans les Émirats, etc., sont toujours là, mais il faut essayer d'étendre à d'autres pays arabes qui souhaitent une solution. Alors pour conclure, je voudrais qu'on revienne en France. Et voilà, il y a quelques semaines, il y a certaines personnalités bien connues de la communauté juive française ont dénoncé publiquement justement ce qui se passe à Gaza, ont dénoncé publiquement la politique menée par Netanyahou, Smotrich et les autres de sa coalition. Ce qui a suscité une joie pour un certain nombre de personnes, mais aussi une avalanche de réactions hostiles et même souvent violentes. En parlant de faillite morale, par exemple, Delphine Orwiller a été accusée de trahison. Est-ce que les Juifs de diaspora sont-ils légitimes à critiquer publiquement la politique du gouvernement d'Israël ? Hier, les commandants pour la sécurité d'Israël, c'est une organisation israélienne qui regroupe 550 hauts gradés généraux et au-dessus qui ont géré la sécurité du pays, que ce soit l'armée, ou Shin Bet, au Mossad, etc., ont publié à cet effet un texte que nous diffusons dans notre newsletter, qui est sur notre site, dans lequel ils disent très clairement que le dialogue avec la diaspora est essentiel pour la sécurité, que les critiques venant de la diaspora de juifs engagés auprès d'Israël n'est pas une traîtrise, mais au contraire un apport essentiel pour la sécurité d'Israël, ce dialogue. Certes, les Israéliens décident quand ils votent, ce sont eux qui décident du choix de leurs dirigeants, mais ce dialogue est impératif. Toutes ces personnalités que vous citez ont fait cette démarche, non pas pour gagner, gérer quelques places sur des plateaux de télévision ou être mieux acceptés par leurs voisins non juifs. Ils l'ont fait par souci et par amour d'Israël. Et parce que voir ce pays auquel nous sommes tous si attachés s'enfoncer dans une impasse sans aucune sortie, et ça devient pour nous un drame pour les Israéliens, et puis les conséquences que nous connaissons aussi en diaspora. On ne va pas les développer ici, ça a été largement développé avec les montées d'antisémitisme et les manipulations qui sont faites par certains politiques de ce conflit. Donc il est essentiel
de parler d'abord et pour dire et montrer que d'abord, comme le dit le président du CRIF, M. Yonatan Arfi, il y a toujours eu des discussions au sein de la communauté juive et ça fait partie de son identité et qu'il faut que ce débat puisse être resté ouvert. Et d'autre part, parce que c'est une démarche qui est faite d'une démarche de profondément d'amour pour Israël, non pas de rejet et de traîtrise. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, David Chemla, pour cet éclairage. Merci.